à toutes et à tous, bienvenue sur Outstad, le podcast qui explore le sport sous toutes ses coutures, au plus près de celles et ceux qui le pratiquent, le regardent ou l'organisent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de Xavier tout d'abord pour animer cet épisode avec moi. Comment ça va Xavier? Pas trop chaud? Eh ben si justement, salut Maxime, salut à tous. Il fait assez chaud, je dois avouer qu'avec tout le sport qu'on a à la télé en ce moment, je reste un peu au frais. Ça marche. Et ouais, parce qu'on enregistre mi-juillet 2026 et on a pas mal d'événements sportifs qui sont impactés par pas mal d'aléas climatiques ces derniers mois. On a notamment en tête la Coupe du Monde de football ou la finale de Top 14 qui ont été perturbées par des orages récemment. On a un Tour de France qui est pas mal perturbé par la canicule. Bref, des exemples de compétitions qui doivent s'adapter au fil de l'eau ne manquent pas cette année. Et du coup, plutôt que réfléchir à comment les organisateurs s'adaptent ou pas, on va plutôt se poser une question en amont, c'est-à-dire comment les infrastructures sportives ont été conçues ou pas, justement, pour faire face à ces différents risques climatiques. Est-ce que les sites dans lesquels se passent nos épreuves favorites sont prêts pour le climat de demain, ou même le climat d'aujourd'hui? On peut se poser la question. Et pour nous aider à y répondre, on va recevoir une personne beaucoup plus technique que Xavier et moi réunis, heureusement. On a donc le plaisir de recevoir Gauthier Jourdet, directeur de projet infrastructure, qui a notamment œuvré à la construction de certains sites de Paris 2024. Comment ça va, Gauthier? Bonjour Maxime, bonjour Xavier. Écoute, ça va très bien, un peu chaud aussi. J'aurais bien besoin d'une petite pause fraîcheur, comme à la FIFA, mais sinon tout va bien. Ouais, mais pas de pub sur Outstad. Pas encore. Pas encore, on espère. Pour te présenter, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous dire un peu rapidement quel est ton profil et puis évidemment ton rapport au sport, forcément? Ouais, bien sûr. Moi, en fait, je suis dans la direction de projets d'infrastructure au sens assez large. C'est-à-dire que j'ai eu beau avoir commencé dans l'industrie, assez vite, j'ai bifurqué sur les travaux publics avec notamment le projet du Grand Paris Express, qui est un projet de métro, les nouvelles lignes de métro qu'il y a autour de Paris. Donc, un des plus gros projets d'infrastructure qui existe en ce moment. Et voilà, je suis intervenu aussi bien vraiment côté travaux dans les entreprises qui réalisent travaux qu'avec un peu plus de recul et sur les points de vue un peu plus stratégiques côté maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire les entités qui pilotent les travaux, qui conçoivent les infrastructures et qui les pilotent. Et j'ai aussi bifurqué dans les infrastructures, mais cette fois plutôt temporaire, sur de l'événementiel sportif, puisque comme tu le disais, j'ai travaillé chez Paris 2024 pendant quelques années, surtout avant les Jeux, puisque moi mon rôle c'était de construire les sites de l'Arena Champ de Mars, donc c'est-à-dire le grand palais éphémère qui accueillait les épreuves de judo, lutte et para-judo et rugby fauteuil, et le stade Tour Eiffel au pied de la Tour Eiffel pour les épreuves de beach volley et de cécifoot. Donc voilà pour mon parcours pro, et mon rapport au sport, il est celui d'un amateur depuis tout petit, qui le regarde depuis son canapé, qui le pratique un peu, mais à un niveau qui est quand même très 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 loin de ceux qu'on regarde à la télé. T'es branché à quel sport, Gauthier? Moi, je suis plutôt rugby, à pratiquer rugby, tennis, et à regarder rugby, foot, tennis un peu tout. Enfin, je suis assez polyvalent dans le matage de sport. Et c'est ça qui t'a amené à travailler sur des sites côté sportif? C'est cette petite passion perso qui t'a motivé? Ouais, c'est vraiment la réflexion de se dire, quand on a gagné la candidature en 2017, un peu de temps après, je me suis dit, mais attends, en fait, si on reçoit les Jeux Olympiques et Paralympiques, à un moment donné, il va y avoir des choses à construire. Ça tombe bien, c'est quand même mon métier. Du coup, voilà, je me suis dit, comment est-ce que je peux allier un peu ma carrière et une forme de passion, et c'est comme ça que je m'y suis retrouvé. Et en fait, je m'y suis vachement plu. Donc, expérience peut-être à reconduire. On verra là où ma carrière me porte. On te le souhaite, évidemment. Si on rentre un peu dans le détail, l'idée aujourd'hui, c'est de discuter avec toi, notamment au regard de cette expérience côté Paris 2024 et ces infrastructures. Comment l'aménagement de ce type de site peut prendre ou pas en compte les facteurs climatiques, notamment. Alors, est-ce que pour toi, déjà dans ton travail au quotidien, c'est un facteur important, c'est un facteur mineur? Est-ce que ça rentre en conflit avec des enjeux économiques, par exemple? Voilà, comment vous prenez en compte ce facteur-là de manière générale sur ces chantiers-là? En fait, déjà, sur Paris 2024, moi, les sites que j'ai eu à gérer étaient doublement exposés. Enfin, le site que j'ai eu à construire et à gérer était doublement exposé. Le premier côté Tour Eiffel, puisqu'on avait un stade en plein air de beach volley, donc qui par essence sport extérieur est un sport extérieur qui est du coup soumis aux aléas de température. Mais de l'autre côté Arena Champ de Mars, on a aussi l'enjeu de confort thermique, qui était un enjeu très important
pour les sports qu'on accueillait, puisque on avait des exigences des fédérations internationales qui étaient extrêmement précises, avec une température qui devait être consignée entre 18 et 22 degrés, très précisément mesurée, etc. Donc en fait, c'est des enjeux climatiques qu'on a dû prendre en compte dès la conception et qui sont à intégrer dans la façon de penser et de réfléchir l'aménagement des sites. Et ça, c'est vrai qu'on parle d'infrastructures temporaires, comme la plupart de ce qu'on a eu pour les Jeux de Paris 2024, mais c'est vrai aussi dans les infrastructures qu'on va appeler pérennes. Et je pense notamment aux stades qui accueillent quand même la majeure partie des épreuves et des événements sportifs qu'on va regarder. La réflexion, elle intervient dès le début sur comment est-ce qu'on doit concevoir, comment est-ce qu'on peut justement se parer le plus possible des enjeux climatiques et des risques climatiques associés. Et justement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a c'est des choses qui ont évolué dans ta pratique, toi, professionnelle? Est-ce que c'est des choses qui étaient relativement mineures et qui sont plus importantes aujourd'hui dans la conception de sites? Par exemple, si tu reviens sur Paris 2024 pour le confort thermique, justement, est-ce que c'est quelque chose qui a été dès le début mis en avant par les fédérations, tu disais? Ouais, tout à fait. Alors déjà, même si on revient encore même un peu plus loin en arrière, avant de regarder les impacts du climat sur nos épreuves sportives, déjà il faut quand même réfléchir à nous limiter les impacts sur l'extérieur. Ça c'est une réflexion qui est générale, mais qui est intégrée pour le coup de façon générale à la plupart des projets d'infrastructure, que ce soit dans l'événementiel sportif ou que ce soit dans les travaux publics de façon générale. L'éco-conception a pris de plus en plus de poids. Ça, moi je le vois même depuis le début de ma carrière. Ça a vachement évolué là-dessus. Donc on cherche d'abord à réduire ses propres impacts, et ça vis-à-vis des infrastructures sportives, ça peut passer par la réflexion des matériaux employés, par comment on gère nos chantiers, comment on amène nos équipements, comment on amène tout ce qu'on va monter, et l'emploi par exemple de solutions type béton bas carbone, ou de structures qui sont peut-être un peu plus légères et un peu moins consommatrices en énergie, et c'est notamment, et c'est un peu le lien avec Paris 2024, le cas du bâtiment du Grand Palais éphémère, qui est donc, comme son nom l'indique, éphémère, mais qui en réalité était quand même un bâtiment conçu en tant que tel pour avoir une durée de vie d'au moins 5 ans. Donc on était un peu à la croisée des chemins entre le pérenne et le temporaire. Donc dès le début, et même sur du pérenne, on fait une éco-conception qui déjà cherche à limiter les impacts sur l'extérieur. Et donc dans le cas du Grand Palais éphémère, on avait une ossature bois qui était du coup beaucoup plus légère et beaucoup moins consommatrice en énergie que une structure béton qui, en plus, après à la démolition, aurait eu un cycle de vie beaucoup plus impactant. Et après, comme tu le disais, on réfléchit à ceci étant dit, l'éco-conception ayant été faite, comment nous on limite les impacts de ce qu'on constate du changement climatique qui est une réalité, comment on limite les impacts sur la compétition sportive qu'on va accueillir. Dans le cas de Paris 2024, on a beaucoup parlé de confort thermique. Donc, les fédérations internationales de judo et de lutte demandaient un confort thermique entre 18 et 22 degrés autour de l'aire de jeu. Donc déjà, c'est une contrainte hyper forte, parce que vous le voyez bien avec les épisodes caniculaires aujourd'hui, même ceux qui ont la chance d'avoir une clim, c'est quand même délicat d'arriver à maintenir une température inférieure à 22 degrés quand il fait 35 derrière. Donc déjà, il y avait une première réflexion de qu'est-ce qu'on fait des différentes exigences qu'on a l'habitude d'avoir. Est-ce que vraiment on se dit qu'on doit respecter forcément une fenêtre de température qui est exigée par une fédération internationale, un 18-22 degrés, ou est-ce qu'on essaye de réfléchir à des choses un peu intermédiaires? En l'occurrence, dans le cas de l'Arena Champ de Mars, en fait, on n'a pas eu le choix dans tous les cas, parce qu'il y avait des vrais enjeux sanitaires, puisque c'est ce site-là qui accueillait le rugby fauteuil. Et le rugby fauteuil, c'est une des épreuves paralympiques qui accueille les athlètes avec des handicaps les plus lourds. Okay. Parmi les plus lourds qu'on a pendant les Jeux paralympiques, donc des athlètes notamment qui ont une régulation corporelle qui est beaucoup moins efficace potentiellement. Donc, on a un vrai enjeu sanitaire. Donc, une fois qu'on a répondu à cette question, ok, l'objectif du confort climatique maintenu entre 18 et 22 degrés, ça, on n'arrivera pas à passer outre. En revanche, on parle beaucoup du confort climatique des athlètes, mais on est allé plus loin aussi, à réfléchir à toutes les autres populations. Aux spectateurs, aux équipes opérationnelles, aux équipes de télé, au staff, etc. On sait que les équipes opérationnelles sont souvent très friandes de climatisation, parce que
qu'on soit des producteurs de télé américains, et c'est le cas notamment des équipes qui produisent les jeux, qui vont être très friandes de climatisation. Comment est-ce qu'on va discuter avec ces personnes de qu'est-ce qu'il est absolument nécessaire ou pas de mettre comme climatisation? Et du coup, une des réflexions majeures de Paris 2024, ça a été de discuter les niveaux de service en termes de confort climatique, et notamment de dégrader celui-ci, et au lieu de promettre par exemple une température de consigne à 18-22 degrés, de négocier entre guillemets avec ces populations-là, et ça peut être aussi la presse, les médias, etc., d'avoir un abaissement de température de 6 degrés par rapport à l'extérieur. Et en fait, ce qui est déjà un confort qui, pour le travail, est assez largement suffisant. On imagine, quand il fait 30 degrés dehors, en fait 6 degrés de moins, il fait 24 à l'intérieur. On sent qu'il y a une vraie différence, c'est assez confortable de travailler dans ces conditions-là. Donc ce travail-là d'échange, il a été aussi politique, un peu stratégique, d'aller parler avec les différentes populations pour négocier ça. Et après, l'enjeu des spectateurs, pour le coup, lui, il est complètement autre. Parce que, si on est dans une salle comme le Grand Palais éphémère, en fait, les spectateurs vont bénéficier de la climatisation qui va être, dans tous les cas, mise en place pour l'aire de jeu. Sauf qu'entre le spectateur qui sera en première ligne, en front row, ou même, comme on peut imaginer en NBA, les célébrités qui sont sur les petits strapontins juste au bord du terrain, il va forcément pas faire la même chaleur que celui qui sera tout en haut de la salle, qui prendra tout l'échauffement de tout le dégagement thermique des 20 000 personnes ou des 15 000 personnes de la salle. Et donc, comment est-ce qu'on assure une uniformité? Ça, c'est un enjeu qui est pas simple non plus. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas forcément très avancé, à mon sens, à ce jour. On a du mal à garantir une uniformité de température au sein des salles, et pour être très honnête, aujourd'hui, c'est surtout le confort thermique des athlètes qui est une priorité pour les organisateurs. Le confort thermique des spectateurs ne l'est pas encore. Et à mon sens, on le voit aussi dans les sites extérieurs, qu'ils soient temporaires ou qu'ils soient pérennes. Les solutions qui sont mises en place, de proposer des chapeaux j'allais juste intervenir là-dessus. On a vu notamment pendant la Coupe du Monde, justement aux États-Unis en ce moment, on a vu des températures mesurées sur les sièges dans les strapontins, là, en tribune ouverte, à 60-65 degrés pour les spectateurs, parce que plein soleil, température très élevée, etc. Est-ce que, pour toi, de ton point de vue, cette question-là du confort thermique des spectateurs, qui est aujourd'hui pas forcément quelque chose de particulièrement haut de la pile, est-ce que c'est quelque chose qui va devoir être mieux pris en compte selon toi? Et j'ajoute aussi à la question de Maxime, est-ce que vous, à Paris 2024, vous êtes posé cette question avec tous les sites en extérieur qu'on avait, parce qu'il n'y avait pas seulement le site de la Tour Eiffel, il y avait aussi Invalides, Trocadéro, tous ces sites sans toit, plein soleil. On pense aussi hors Paris 2024 à Roland-Garros, on voit tous les notamment la canicule qu'il y a eu cette année. Voilà, est-ce que ça c'est quelque chose qui a été pensé en amont, ou est-ce que la chaleur comme ça, vous êtes retrouvé devant le fait accompli? Alors, devant le fait accompli, non, parce que c'est forcément un enjeu qui est connu aujourd'hui. Chez Paris 2024, il a été étudié. Maintenant, il faut aussi revenir à un principe de réalité. Quand on construit des stades quand on monte des stades, plus que les construire, pour 2 fois 2 semaines de compétition, est-ce que c'est pertinent de faire des stades couverts? Et en fait, c'est le parti pris qui a été pris par Paris 2024, c'est que le rapport bénéfice-risque, il n'était pas intéressant. Il y a eu quelques tribunes qui ont été couvertes, mais c'était très minime, et c'était, comme on s'en doute, notamment la tribune du Trocadéro qui a accueilli l'arrivée de la cérémonie d'ouverture, qui a accueilli tous les chefs d'État. Alors, on espérait que ça soit pour les protéger de la chaleur. En réalité, ça a été pour les protéger de la pluie. Mais la réalité, elle est là. Et en fait, on voit qu'il y a un vrai enjeu sur le site du Stade Tour Eiffel. On a eu cette discussion-là, puisqu'on avait une demande justement dans la tribune presse et la tribune média. On avait une demande de couvrir ces personnalités-là. Alors techniquement, on nous expliquait que c'était aussi pour protéger le matériel des positions commentateurs, les caméras, etc. On sait aussi qu'il y avait une forme de confort qui était recherché par ces populations qui cherchent évidemment à être dans les meilleures conditions possibles, et qui sont habitués à ce confort-là. Sauf qu'à un moment donné, on sait très bien que les tribunes presse, c'est les tribunes qui sont les mieux placées, qui sont au centre de l'aire de jeu, qui font face à l'aire de jeu. Il y a aussi des spectateurs généralement au-dessus.
si tu mets si tu mets un ombrage, si tu mets une casquette sur ta tribune, bah forcément Tu dégrades tu la dégrades vue. la vue derrière. Donc il y a toujours cette balance à réfléchir et aujourd'hui, à mon sens, donc Paris 2024 s'est posé la question, a décidé de pas vraiment aller chercher des solutions d'ombrage et aller chercher plutôt des solutions palliatives. Aujourd'hui, pour moi, c'est un peu ce qui est généralisé sur tous les stades. Et moi personnellement, je pense que ça doit changer, que les stades qu'on voit par exemple pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui sont les grands stades monumentaux à l'américaine, qui sont tous très ouverts, qui sont assez massifs, qui sont parfois très beaux, hein, architecturalement parlant, mais complètement ouverts parce qu'on a un climat qui est assez favorable, ou en tout cas qui l'était. Pour moi, c'est plus ce modèle vers lequel on va tendre. Moi, j'imagine plus qu'on va travailler et que les stades futurs travailleront soit sur des solutions de couverture. Donc c'est déjà ce qui est envisagé pour des stades tout à fait nouveaux, toujours en parlant de la Coupe du Monde aux États-Unis. Il y a ce fameux stade qui se referme, mais aussi le stade, un peu le projet éminent au Maroc du stade de Casablanca a pris en compte cette notion vraiment d'ombrage. Et ce que je trouve hyper intéressant avec ce stade, c'est que c'est pas uniquement sur les tribunes, c'est que ça s'étend aux abords. Sur l'extérieur, ouais. Et du coup, moi, je trouve ça hyper intéressant et je pense que le stade du futur, il doit plus ressembler à ça qu'au grand stade complètement ouvert à tout vent et au soleil et aux orages. Parce qu'en fait, il intègre aussi le confort du spectateur et de toutes les populations dans sa déambulation avant et après l'événement. Et je pense que c'est ça qui est hyper intéressant. Et du coup, pour finir le lien avec Paris 2024, on n'a pas pu assurer ça en tribune pour des questions techniques. C'était très compliqué de couvrir des stades temporaires. En revanche, du coup, la question, elle a été reportée un peu sur les abords du site, puisqu'on sait que la population qui assiste aux Jeux Olympiques et Paralympiques peut être une population très familiale, qui vient certes pour voir un événement sportif, mais qui vient surtout pour le vivre. Et donc, on a travaillé sur des solutions, alors certes temporaires, mais qui ont été des solutions d'ombrage avec des structures, des petites ossatures bois qui étaient assez jolies et qui offraient une solution d'ombrage assez grande et assez facile à mettre en œuvre. Des brumisateurs évidemment, mais voilà, on était effectivement sur des solutions un peu plus palliatives que vraiment une conception architecturale et technique qui est plus difficile à mettre en place sur le temporaire et qui va nécessiter des solutions intéressantes sur les stades pérennes. Et Gauthier, tu as évoqué un autre aléa climatique, c'est les orages pendant Paris 2024. Je suppose vous avez dû faire face à des orages. Comment vous avez fonctionné On avait des protocoles qui étaient hyper précis, comme vous en doutez, hein, les événements comme les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais c'est évidemment le cas de tous les événements, ont des protocoles et des processus hyper précis. On en avait notamment en cas d'orage, donc nos centres de commandement entre guillemets étaient en lien avec les autorités et notamment avaient les infos météorologiques en temps réel. Bon, ce qui a valu pas mal de fois un certain nombre de potentielles alertes. On nous disait que l'orage a arrivé et qu'en fait, en regardant le ciel, il n'y avait pas un nuage à l'horizon et que la session s'est déroulée parfaitement. Mais dans l'autre sens, on s'est tapé des orages qui étaient pas prévus ou qu'on a su 10 minutes, un quart d'heure avant. Et du coup, en fait, effectivement, quand il y avait des orages qui devenaient trop forts, trop pressants, on avait pour consigne d'abord d'interrompre la session sportive pour garder l'intégrité de l'événement et de la compétition sportive. Et si ça se prolongeait, ensuite d'évacuer le stade. Mais ce qui est marrant, c'est que justement sur le stade Tour Eiffel, on a eu un soir comme ça des orages qui ont pété. Donc faut vraiment imaginer, pour ceux qui l'ont pas vu, une structure éphémère, donc en échafaudage, en plein milieu du Champ de Mars, donc vraiment ouvert aux quatre vents, avec en plus un des côtés qui était plus bas que les autres pour laisser la vue sur la Tour Eiffel. Mais du coup, on avait vraiment un côté complètement ouvert. Et avec la Tour Eiffel qui faisait paratonnerre. Et la Tour Eiffel faisait paratonnerre. Effectivement, on a eu ce débat. Figure-toi, Xavier, que est-ce qu'on devait installer des paratonnerres ? Il y a des paratonnerres qui ont été installés sur tous les sites de Paris 2024, sauf le stade Tour Eiffel, puisque on a réussi à démontrer qu'a priori, on était relativement protégé du risque foudre. Mais ça a dû faire l'objet d'études et de calculs techniques assez précis. Et du coup, on a eu un soir comme ça où l'orage a fini par péter et donc au Tokiwoki, tout le staff et l'équipe de commandement a lancé cette procédure d'orage et a d'abord interrompu la session. Donc on a les 4 athlètes, puisque c'était des paires de beach volley, les 4 athlètes qui ont été rapatriés au vestiaire. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que nous, notre procédure prévoyait de reprendre le match potentiellement une demi-heure plus tard.
Et si, en gros, si ça s'aggravait pas, si l'orage ne s'aggravait pas pendant ce temps-là, on n'était pas obligé d'évacuer le site. On n'était pas obligé de faire sortir les spectateurs. Sauf qu'en fait, l'orage était tellement important et la pluie tellement grande qu'à partir du moment où on a interrompu le match, le stade s'est vidé. En 10 minutes, le stade s'est vidé. On n'a jamais évacué notre stade aussi rapidement. Donc, en fait, c'est étonnant de voir que les spectateurs ont un peu anticipé cet impact-là. Alors, on était au 3e set, il restait plus que quelques jeux. C'était peut-être pas aussi important qu'une finale de Coupe du Monde de football ou que la finale de justement cette épreuve de beach volley. Mais voilà, on s'est retrouvé dans une situation où en fait, en réalité, le match a repris une demi-heure plus tard, sans plus aucun spectateur, sauf les spectateurs VIP qui, eux, avaient pu aller se réfugier dans les espaces intérieurs et donc protégés. Et donc, on s'est retrouvé avec une scène assez hallucinante d'un stade de 15 000 places qui était complètement vide, sauf la tribune VIP où il y avait notamment LeBron James qui était venu assister à ce match de beach volley, qui était en train de siroter son rosé et qui était quasiment le seul spectateur à regarder la fin de ce match de beach volley. Ouais, la scène est cocasse. On va voir si on arrive à retrouver des images de tout ça. Et justement, tu parlais de solutions par rapport à tout ça en disant il allait falloir devoir réfléchir à comment protéger davantage l'expérience spectateur, que ce soit en dehors du stade, que ce soit dans le stade notamment. C'est quoi pour toi les solutions qui peuvent exister ou des innovations que tu as pu voir par ailleurs, des choses comme ça? On sait que notamment le tennis est souvent confronté à ça. On a pas mal de stades de tennis qui sont désormais couverts ou en tout cas couvrables partiellement. Est-ce que c'est la solution unique ou est-ce que tu as vu d'autres choses qui peuvent être intéressantes? Alors déjà, c'est quand même une solution qui est vachement pertinente parce que la couverture, elle permet de se protéger du risque de pluie et du risque de chaleur extrême et d'insolation. Donc forcément, la couverture, elle est utile. Alors on voit notamment qu'à Roland-Garros, à ce stade, la couverture, elle n'est utilisée que pour la pluie. Il me semble pas avoir vu de couverture du stade Philippe Chatrier en cas de forte chaleur. Mais c'est peut-être quelque chose qui va rentrer dans les mœurs. Donc la couverture des stades, c'est forcément la première solution la plus facile. Et justement, pour rester sur le tennis et pour parler de l'expérience spectateur, moi je pense que les tournois de tennis sont parmi les précurseurs aussi dans l'expérience spectateur hors de l'enceinte sportive en tant que telle. On connaît bien Roland-Garros en France, où c'est quand même très sympa de se balader dans les allées. On trouve assez facilement de l'ombre. Il y a quelques endroits où se poser, des pelouses assez sympas où se poser. J'ai jamais eu la chance d'y aller, mais je crois que c'est encore plus vrai à Wimbledon, où on a même des petites collines. Bon, même si les chaleurs sont a priori moins importantes à Wimbledon qu'elles peuvent l'être à Roland ou à l'Australian Open, mais voilà, l'expérience spectateur a quand même été pensée aussi dans un cadre beaucoup plus agréable. Donc je pense que ça, il y a des choses à travailler là-dessus pour tous les événements. Et après aussi, au-delà des solutions à apporter, on pense à la brumisation, on pense à apporter de l'ombrage, des choses comme ça. Je sais que chez Paris 2024, je maîtrise pas bien la solution technique, mais il y a eu des sortes d'arbres artificiels de purification de l'air qui ont été mis en place au village olympique et paralympique. J'ai eu des plutôt bons échos sur le fonctionnement de ces trucs-là, qui d'ailleurs, pour l'info, en héritage, ils sont maintenant dans des écoles à Saint-Denis et à Saint-Ouen. Donc c'est intéressant de voir que ces innovations, c'était pas juste pour faire joli et pour montrer que tout était innovant, mais l'innovation, elle est encore pas assez développée. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et en fait, il faut peut-être même penser à beaucoup plus long terme. Où est-ce qu'on implante nos stades et comment on les conçoit dans la venue approach. La venue approach, c'est-à-dire tout le trajet du spectateur sur ce qu'on appelle dans d'autres domaines le dernier kilomètre. Qu'est-ce qu'on fait du spectateur entre le moment où il sort de son transport en commun ou de sa voiture, de son parking, jusqu'au stade. Est-ce qu'il a 2 kilomètres à marcher sur du goudron brûlant exposé en plein soleil avant d'arriver? Et justement, tu parles de goudron brûlant. En fait, pendant longtemps, on a imaginé que un grand stade avec plus de 50 000 personnes, il devait forcément être à l'extérieur de la ville, sur une grande dalle de béton.
On pense au Stade de France qui a été construit en 98 où voilà, entre le RER et le Stade de France et tout autour du Stade de France, on est sur un parvis goudronné qui offre absolument aucun ombrage, sauf quand on passe sous la 86, mais c'est quand même pas l'ombrage le plus sympa du monde. On pense pour les Jeux Olympiques, Londres a suivi ce schéma-là avec un Olympic Park qui a été créé comme ça en banlieue sur une grande dalle en béton. C'est aussi pareil pour le tennis à l'Australian Open en comparaison justement de Wimbledon et de Roland Garros. Donc la réflexion elle se porte aussi peut-être là-dessus, c'est où est-ce qu'on va implanter nos stades demain. Est-ce qu'on ne peut pas chercher à les rapprocher d'espaces verts? Alors bien sûr tout en s'assurant qu'on va pas détruire de l'espace vert et qu'on va pas goudronner des espaces naturels pour ça. Mais voilà, comment est-ce qu'on réfléchit aussi dans la conception non seulement du stade mais de toute sa zone pour limiter ces côtés îlots de chaleur qui sont aujourd'hui très prégnants, et dans les nouveaux stades qui sont construits, c'est encore le cas. Et justement, sur des sites qui seraient des sites sportifs, ou que ce soit des stades, des gymnases, etc., qui seraient soit récemment sortis de terre, soit en projet, est-ce que toi, tu as des exemples de sites pour lesquels justement l'implantation a été réfléchie avec cet angle-là, à l'inverse justement des sites américains que tu mentionnais pour la Coupe du Monde notamment? Ouais, alors je pense que c'est un des très bons exemples de sites en plein milieu de grandes dalles de béton, mais comme c'est souvent le cas aux États-Unis. On peut par exemple citer le projet du PSG de nouveaux stades en Île-de-France. Je sais qu'à Poissy, là où qui est une des pistes de localisation privilégiée, on est pour le coup sur un espace qui est beaucoup moins urbain que déjà la localisation actuelle du Parc des Princes qui est en plein Paris, mais que d'autres stades en Île-de-France comme le Stade de France notamment. Mais du coup c'est vrai que l'équation elle est pas facile à résoudre parce qu'on est dans un espace peut-être plus aéré, peut-être un peu plus vert, et je crois qu'il y a des grands parcs départementaux à côté. Et du coup, se pose la question de comment on amène le spectateur jusqu'à cet endroit-là. Donc, vraiment, l'équation aujourd'hui, elle est difficile à résoudre. Je connais pas beaucoup de projets en France de nouveaux stades qui justement seraient implantés comme ça, en prenant en compte cette dimension un peu plus naturelle de l'implantation. Parmi les stades les plus récents, si on pense au stade de Lyon à Dessines, le Groupama Stadium, il est resté sur le schéma grande dalle à laquelle on accède par un tramway et on déambule sur un parvis tout en béton. Le stade en lui-même est relativement bien conçu vis-à-vis de ça, puisqu'il y a des coursives qui sont pour le coup qui protègent un peu de la chaleur, etc. Mais les abords du stade sont encore sur le schéma à l'ancienne, à mon sens. Ouais, et justement, ce lien-là que tu fais, il est hyper important. Nous, on a un épisode sur ça avec Stéphane, notamment, qui a travaillé chez Paris 2024 aussi sur la question des transports. Et on a discuté notamment avec lui aussi du projet d'implantation de nouveaux stades à Paris, pour le PSG, avec justement cet équilibre à trouver entre du coup proximité, expérience spectateur. L'expérience spectateur, c'est aussi de pas forcément faire 2 heures de transport pour y accéder, ou pas forcément d'amener les gens en voiture. S'il n'y a pas de système de transport adéquat, etc. Et on voit que justement, avec ce que tu nous dis, l'équilibre entre l'expérience spectateur d'un point de vue climatique, confort thermique, etc., elle rentre potentiellement en confrontation avec une question de distance, de timing, de modalité d'accès, etc. Est-ce que toi, aujourd'hui, dans les échanges que tu peux avoir sur ces questions-là, sur des nouveaux sites, etc., la question... Est-ce que tu trouves que la question thermique, notamment, que ce soit là en l'occurrence, on a un prisme canicule très élevé en ce moment. Est-ce que tu trouves que cette question, elle est suffisamment prise en compte par les décideurs, notamment que ce soit sportif ou politique? À mon sens, pas suffisamment. Encore, justement, j'ai l'impression que aujourd'hui, la question de confort thermique, elle est vraiment focalisée à 70% sur les athlètes. Bon, c'est quand même la moindre des choses, hein. C'est eux qu'on vient voir et c'est eux qui doivent être mis dans les meilleures dispositions. Peut-être à 20% sur les populations accréditées, puisque c'est elles aussi qui ont l'argent et qui viennent justement, qui permettent l'organisation de ces événements. Donc que ce soit la presse, les médias, ou que ce soit les invités hospitalité. On parlait du projet du PSG. Un des grands axes du projet du PSG, c'est bien justement de satisfaire ces populations-là. Mais on parle encore peu du confort des spectateurs. Je pense qu'on bénéficie encore du fait qu'il y a une attractivité qui est toujours énorme des événements sportifs vers le public. La plupart des grands événements sont sold out, vendent très bien leurs billets.
On l'a vu avec Paris 2024 qui a réussi à battre les records de billetterie. On le voit sur la Coupe du Monde de la FIFA 2026 où malgré des prix complètement délirants, on est quand même sold out. Mais c'est vrai de façon plus générale pour à peu près toutes les compétitions d'envergure. Donc on a un peu un sentiment que tant que les spectateurs viennent, on cherche pas trop à satisfaire ces enjeux-là de confort thermique pour eux. Moi, je pense qu'on va devoir s'y pencher. On va forcément devoir s'y pencher parce que je serais pas surpris que une famille qui a décidé d'aller voir un match de foot ou un match de rugby un samedi ou un dimanche après-midi puisse y renoncer s'il fait 35 degrés. Parce qu'en fait, ça devient dangereux pour des enfants d'aller rester 2 heures en plein cagnard. On sait que c'est pas évident d'aller se chercher de l'eau, d'aller s'hydrater. Donc voilà, je serais pas surpris que les spectateurs puissent déserter. Alors petit à petit, je suis pas sûr que les stades soient vides à cause de ça dans 5 ans, mais en tout cas, je pense qu'il faut que ce débat-là, il se pose encore plus au stade de la conception. Ok, bon bah super intéressant. On va prendre une petite respiration maintenant. Je vous propose de faire un petit quiz. Une petite pause fraîcheur. Voilà. Ouais, une petite pause fraîcheur exactement, comme aux États-Unis. Donc on va faire un petit quiz sur cette thématique du climat et du sport et de l'environnement et de nos stades. On va revenir à la Coupe du Monde 2022 qui a quand même été un moment important pour l'histoire du climat et du sport. Est-ce que vous pouvez me dire combien de stades de la Coupe du Monde 2022 au Qatar étaient équipés d'un système de climatisation? Et je vais vous donner 3 possibilités, c'est 3 sur 8, 5 sur 8 ou 7 sur 8. 7 sur 8 ? Ouais, j'aurais dit 7 sur 8 aussi. Allez, le point va à vous deux, puisque c'était bien 7 sur 8. Ça revient aussi à une thématique qu'on a abordée, c'est-à-dire stade temporaire ou infrastructure pérenne, puisque le seul stade qui n'était pas climatisé, c'était le Stadium 974, je sais pas si vous vous souvenez, c'était le stade qui avait été conçu avec plein de petits Algeco réunis les uns les autres. Et alors justement, c'est un exemple assez intéressant parce que oublions le fait que ce soit au Qatar et que vis-à-vis justement des questions environnementales, le débat est très largement ouvert pour rester politiquement correct. Ce principe de conception qui peut porter à sourire, en réalité, il n'est pas inintéressant. Parce que déjà, il dit un certain nombre de choses sur le réemploi de matériaux, sur l'emploi de choses qui sont existantes, puisque c'était des containers en réalité qui ont été recyclés, pour ainsi dire. Et en fait, il permet une certaine modularité, dans le sens où je suis pas sûr que ce stade il ait été déconstruit puis reconstruit facilement, mais on peut imaginer que, un peu à la façon des Lego, on puisse construire des stades de ce type-là et les démonter, les remonter à d'autres endroits. C'était une Coupe du Monde pleine de contrastes en 2022. Donc, nouvelle question, on va dire qu'il y a un partout. Quel a été le premier grand stade d'Europe qui a été équipé d'un toit rétractable? Alors, je vous donne 3 possibilités. Le stade de Wembley à Londres, la Johan Cruyff Arena à Amsterdam ou le Principality Stadium à Cardiff. C'est le Principality. Je pense que c'est le Principality qui est le stade de rugby du Pays de Galles. J'aurais dit ça, mais un peu en retard du coup. Et bah écoutez, vous avez tous les deux faux parce que c'était la Johan Cruyff Arena d'Amsterdam qui a été équipée quelques années avant le Millennium / Principality Stadium de Cardiff. Ok, bon à savoir. Ok. Alors, dernière question, assez technique. Quel stade est le premier au monde à avoir obtenu la certification BREEAM? Alors, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Outstanding, qui est la plus haute distinction internationale en matière de performance environnementale des bâtiments. Je vous donne encore 3 possibilités. L'Allianz Arena de Munich, le Tottenham Hotspur Stadium qui vient de sortir de terre à Londres ou Bernabéu à Madrid. J'avais Bernabéu en tête avant que tu donnes les 3 solutions, donc je vais rester là-dessus. Moi, j'aurais dit Munich. Et ben, je crois qu'on va rester à un partout, messieurs, puisque c'était le Tottenham Hotspur Stadium de Londres, qui, du coup, étant un stade hyper moderne, je pense qu'ils ont pu travailler avec ces contraintes assez tôt. Le Tottenham Hotspur Stadium, qui est un stade qu'on évoque notamment aussi dans notre épisode sur les transports, parce que de ce point de vue-là aussi, c'est un stade très intéressant. Ouais, du coup, si on enchaîne un petit peu, si on se projette, on a pas mal parlé des situations actuelles, etc. Si on se projette un peu sur la suite, toi aujourd'hui sur les infrastructures qui vont
qui viendraient à sortir de terre. Alors, on entend sortir de terre, pas forcément être construite, hein, on a parlé d'infrastructures temporaires notamment aussi. Mais sur les futurs sites de sport, comment toi tu vois les choses évoluer? Tu as parlé du coup de mieux réfléchir à l'implantation. Au-delà de ça, en fait, comment tu vois les grandes tendances, on va dire, se poser sur les prochaines années? Donc, au-delà de l'implantation qui doit être réfléchie, moi, je pense que l'évolution, elle sera surtout palpable du coup sur les environs et les abords du stade. Ouais. Je reparle du stade Hassan II qui est en cours de construction à Casablanca, qui sera un stade de 115 000 personnes, donc un des plus grands stades, si ce n'est le plus grand stade de foot au monde. Ouais. Moi, je pense qu'il peut faire date justement dans sa conception des abords aussi. Voilà, on va dire les 20-30 dernières années, la conception des stades s'est beaucoup intéressée à l'expérience spectateur, mais dans sa dimension, on va dire, économique et consumériste. Comment est-ce Et divertissement, ouais. divertissement, c'est ça. Divertissement. Comment est-ce qu'on lui permet de dépenser son argent autre que dans la billetterie, avec quasiment des stades qui sont quasiment des centres commerciaux. Moi, je pense qu'il faut Ouais. que cette réflexion-là, dans les 20-30 prochaines années, elle s'étende sur la notion de confort du spectateur. Au-delà de lui permettre de dépenser de l'argent, c'est comment est-ce qu'il peut passer un temps intéressant en famille ou avec ses amis, peut-être réfléchir à justement, puisque on sait que le nerf de la guerre reste la consommation, travailler à faire venir les spectateurs le plus tôt possible en leur offrant une expérience de qualité. Donc avec des solutions d'abord peut-être de grands sites, un peu comme ça se fait sur les tournois de tennis. Se dire que quand on arrive à Roland-Garros, en réalité, d'abord on rentre sur l'enceinte de Roland-Garros bien avant d'accéder aux tribunes du Philippe Chatrier. Et souvent, on peut y accéder 1 heure ou 2 heures après seulement, parce qu'on a passé du temps dans un espace sympa. On peut peut-être imaginer que ça soit pareil pour des grands stades de foot, de rugby ou tous les grands stades de façon plus générale. Donc ça veut dire des abords qui vont intégrer de l'ombrage, mais de l'ombrage si possible pas que mécanique, avec une dalle en béton et une couverture type parking. Des solutions de rafraîchissement, d'hydratation beaucoup plus pertinentes. Et moi, je pense que ce travail, la réflexion, elle doit vraiment, elle devrait, à mon sens, s'orienter là-dessus aussi. Après, sur la conception du stade en lui-même, moi, ce que j'ai en tête, c'est que on va rien réinventer. Il faut aussi reprendre ce qui se faisait à l'époque et ce qui se fait dans la nature. Pour reprendre mon parallèle avec le stade de Casablanca, qui en fait est un peu une imitation des tentes berbères. Je trouve ça hyper intéressant et je pense qu'on peut pousser un peu l'imitation de choses qui se font en architecture. On sait que dans le sud, dans les pays chauds, on a ce concept assez souvent dans les habitations de protection horizontale qui dépasse les maisons. Donc on a un toit généralement qui est beaucoup plus grand, qui permet en fait d'apporter de l'ombrage immédiat, et en revanche énormément d'ouverture sur les côtés. Donc pourquoi pas imaginer un stade qui serait couvert mais sans être fermé, sans être clos, et qui puisse avoir en fait sur les côtés des sortes d'amenées d'air, et qui permettent en fait une circulation de l'air, une circulation du vent. Alors attention à pas tomber dans l'extrême d'un stade comme le stade Charletti dans le 13e à Paris, qui est un couloir de vent et qui du coup en devient assez injouable pour un certain nombre de disciplines. Notamment, on sait que le Stade Français, le club de rugby, a élu domicile là-bas pendant quelques années, et que c'était terrible pour tous les coups de pied, parce que le vent avait un vrai impact du coup sur le sportif. Et en expérience spectateur, qui reste un des rares stades couverts, mais où on prend la pluie quand même. Ouais, la pluie et le vent. Qui est quand même un assez beau produit, d'arriver à couvrir un stade, mais de pas protéger ses spectateurs. C'est ça. Donc voilà, réfléchir ça dans la conception. Je pense que je suis pas inquiet que les cabinets d'architecture qui sont spécialisés dans la conception de stades y viennent. Je pense notamment à Populus, qui est un cabinet anglais qui est très connu, qui fait beaucoup de stades, notamment. Qui fait le stade de Tottenham, notamment celui de Tottenham, ouais. Notamment celui de Casablanca. Et il faut savoir aussi, c'est moins connu, mais qui sont intervenus en conception très préliminaire des stades de Paris 2024, comme ils l'avaient fait déjà à Londres 2012. Donc voilà, je pense qu'il faut compter aussi sur ces cabinets-là pour réfléchir à une conception qui, dans l'essence même, la construction du stade, prend en compte ces enjeux-là. Et après, on a beaucoup parlé des stades extérieurs. Toutes les arènes intérieures aussi doivent forcément prendre ça en compte. Alors c'est un peu plus
classique entre guillemets parce que c'est plus maîtrisé vu qu'on est sur du bâtimentaire. En réalité, un gymnase, une arena ou un bâtiment comme ça, c'est un bâtiment comme un autre. Donc avec des normes beaucoup plus précises. Et du coup, on maîtrise beaucoup mieux la climatisation. On sait faire une climatisation qui est moins énergivore. On sait utiliser, par exemple, les réseaux de froid urbain. Il faut savoir qu'à Paris, il y a un réseau de froid urbain qui est très très étendu, qui peut être totalement pertinent à utiliser. Donc ça, c'est peut-être plus facile à mettre en place sur les bâtiments en intérieur, mais avec un peu mine de rien quelque chose qu'on n'imagine pas, mais la notion du vent qu'on imagine très bien à l'extérieur, à Charletti, on la ressent même au Stade de France quand on est tout en haut, quand on a le vent qui nous glace la nuque un soir de février pendant les 6 Nations. En fait, on a aussi cette contrainte paradoxalement dans les arénas, puisque il y a pas mal de sports qui ne peuvent pas avoir trop de vitesse d'air. Et en fait, on sait que quand on climatise, on va pulser de l'air. Et c'était notamment un des enjeux pour Paris 2024 au parc des expositions de la Porte de Versailles, qui accueillait notamment le tennis de table. En fait, le tennis de table, la Fédération internationale a une exigence extrêmement précise aussi de vitesse d'air maximum. Et je crois, mais je voudrais pas dire de bêtises, mais une mesure pour vérifier que l'air ne soit pas tourbillonnant et qu'il soit unidirectionnel. Et donc c'est des enjeux qu'on réalise pas, mais qui sont aussi très importants. C'est comment est-ce qu'on va venir climatiser. Si on vient climatiser trop proche de l'aire de jeu, ce qui permet de garantir plus facilement le confort thermique demandé par les fédérations, notamment le fameux 18-22 demandé par le judo. Nous, la première piste qu'on avait étudiée à l'Arena Champ de Mars, c'était justement de venir climatiser avec des buses autour de l'aire de jeu. Faut imaginer ceux qui se rappellent de la Coupe du Monde de foot au Qatar. En fait, quand on voyait les abords du terrain, les abords immédiats du terrain derrière les panneaux avec publicitaires, des gros souffleurs. on avait des sortes de grandes bandes de couleurs avec un peu des trous, des buses, et qui en fait c'était ça qui soufflait l'air froid. Sauf qu'en fin de compte, si on faisait ça, nous, sur l'Arena Champ de Mars, pour les athlètes, ok, on maintenait très facilement le confort thermique entre 18 et 22 degrés, sauf qu'il aurait pas fallu que Teddy Riner attrape un petit rhume parce qu'on lui soufflait de l'air directement sur les chevilles. Mais du coup, si on reporte ça derrière les tribunes, le risque est aussi que les spectateurs, eux, aient un inconfort thermique à l'inverse et qu'il fasse trop froid en haut des tribunes. Donc cet enjeu-là, il est pas simple à gérer. Et du coup, pour la petite anecdote, à l'Arena Champ de Mars, on a pris la solution qui est assez largement répandue dans ce genre de situation pour l'instant, c'est d'avoir des sortes de grandes gaines de ventilation. Et du coup, plutôt que d'avoir des buses qui envoient de l'air pulsé, un peu comme une climatisation qu'on aurait dans un hôtel avec un envoi d'air très précis, en fait, c'est des grandes gaines qui sont percées. Et du coup, l'air froid qu'on envoie dans ces gaines, il est diffusé beaucoup plus gentiment, entre guillemets, beaucoup plus doucement dans l'air ambiant. Comme pour un arrosage de jardin, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Pour faire, carrément, ouais. Et dernière question, on a beaucoup parlé de sport professionnel à grande échelle, de grandes arènes, etc. Après, le sport, il est aussi pratiqué par plein de gens complètement amateurs, comme je pense nous trois, comme beaucoup d'enfants notamment, en EPS. Est-ce que pour toi, il y a on aborde assez peu ce sujet de confort climatique pour les pratiquants amateurs, c'est en loisir. Est-ce que sur les city-stades qui sont construits, les infrastructures scolaires, universitaires, etc., est-ce que pour toi, c'est un sujet qui doit être aussi un peu mis en avant au regard des contraintes climatiques qu'on rencontre aujourd'hui ? Oui, il faudrait que ça le soit. Alors, bon, déjà, le bon point, c'est que pour tout ce qui est construction nouvelle et nouveaux bâtiments, c'est déjà plus ou moins intégré pour le coup. Donc, on pense notamment aux gymnases sportifs. C'est déjà plus ou moins pris en charge. Du coup, sur les infrastructures, on va dire sportives amateurs, c'est vrai qu'il y a un énorme travail à faire. Je pense qu'il faut en parler. Après, pour être très honnête, je pense qu'il y a un travail et un plan à faire sur les écoles de façon générale. En parallèle, on parle pas que des gymnases. Mais c'est sûr que, bon, déjà, on peut espérer que sur les nouveaux bâtiments, les normes environnementales, qui sont assez contraignantes en France, et c'est une bonne chose à mon sens, permettent justement de favoriser ce confort thermique-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on les connaît, hein, les gymnases recouverts de tôle, dans lesquels on a tous fait nos épreuves sportives quand on était enfant. C'est sûr qu'en ce moment, toutes les compétitions de fin d'année des enfants, elles ont dû être annulées, tous les galas de fin d'année des écoles, parce que c'était pas tenable. Donc, il faut aussi se pencher là-dessus, ouais.
Ouais. Et est-ce que là-dessus, il y a des solutions, des choses comme ça qui existent en termes d'innovation pour justement pour le parc existant, puisqu'en fait, on pourra pas reconstruire que des choses neuves. Donc, est-ce que toi, de ton point de vue, tu as déjà vu des choses intéressantes en termes d'amélioration de l'existant? C'est jamais très simple l'amélioration de l'existant parce que généralement c'est des coûts de rénovation qui sont quasiment aussi importants que les coûts initiaux. Donc c'est pas simple. Si on peut parler des city-stades, finalement le changement de la pelouse peut être hyper intéressant. Pendant longtemps les city-stades, que ce soit pour l'urban foot ou tous ces sujets-là, utilisaient des petites billes noires qui étaient du caoutchouc issu du recyclage de pneus qui bon déjà étaient Qui rayonnent ouais c'est beaucoup, ouais. ça. Et c'était en plus d'être cancérigène, ça rayonnait beaucoup et c'était très chaud. Tous ceux qui sont tombés dessus, qui ont taclé dessus, l'ont vécu. Aujourd'hui, c'est de plus en plus remplacé par du liège, ce qui est vachement déjà plus agréable à Ok. jouer dessus et qui en plus renvoie beaucoup moins la chaleur. Le padel a, je pense, un gros travail à faire aussi puisqu'on a des vitres qui font un peu effet qui maintiennent un peu la chaleur. Donc ça va pas être simple pour eux non plus, mais voilà, réfléchir en fait tous les revêtements, que ce soit de moins en moins des revêtements bitumineux, parce que même les revêtements souples qu'on voit par exemple dans les cours d'école ou dans les gymnases, qui rebondissent quasiment, en fait, il faut savoir que c'est à base de bitume, enfin que c'est à base de produits assimilés à ça. Donc revoir aussi l'utilisation de ces matériaux-là pour des matériaux plus naturels, pour du bois ou pour revenir peut-être à des pelouses plus naturelles aussi. D'ici là, peut-être que l'entièreté des cours de tennis français passera sur du gazon. Qu'on dira plus loin à Wimbledon. Ouais, on ira plus loin en tennis. On a une toute petite dernière question pour toi, ce qu'on pose à tous nos invités. Si tu pouvais donner ton nom à une loi, donc a priori en lien avec ce qu'on vient de discuter quand même, qui peut être une loi très sérieuse sur ce qu'on vient de discuter ou des choses plus, euh, plus éloignées du sérieux, on va dire, c'est toi qui décides. Ça serait la loi Jourdain, du coup, ou la loi Jourdain 1, la loi Jourdain 2. Tu peux en faire plusieurs. Certains invités en ont plusieurs. Sur quoi tu partirais? Alors je sais pas si ça serait une loi, mais ou une réflexion à mener avec les instances sportives sur au-delà de la conception des sites sportifs, puisque on peut réfléchir à tous les nouveaux sites, mais on a quand même un parc existant en France qui est très important et qui est pas évident à rénover. Et on a justement les normes dans la construction qui existent déjà. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de normes sur l'organisation des événements. Donc moi, je travaillerais plutôt sur la planification et l'organisation des événements. Et en fait, je ferai une loi potentiellement invitant à revoir la planification des événements sportifs, du calendrier sportif, euh, peut-être pour inviter à une réflexion euh, qui irait à se poser la question: est-ce que c'est toujours pertinent de faire les Jeux Olympiques fin juillet début août? Est-ce que c'est toujours pertinent de faire la Coupe du Monde de foot de mi-juin à mi-juillet? Est-ce qu'on peut pas avoir une saisonnalité un tout petit peu différente? En gros, moi, je ferai une loi qui forcerait chaque organisateur d'événement à intégrer le risque climatique dans la planification de son événement, avec la possibilité justement de revoir la planification existante. Et du coup, en contrepartie aussi, s'il y a une décision qui est de planifier un événement malgré les risques à une certaine période, de prévoir tous les mécanismes qui permettront de ne pas léser les spectateurs en cas de report. Parce qu'on peut effectivement se poser la question de tous les événements qui sont reportés, annulés. C'est valable dans le sport, mais c'est valable dans la musique aussi. Solidays récemment a été annulé tout bonnement pour ça. Quel mécanisme on prévoit pour que le spectateur ne soit pas lésé, lui qui a acheté sa place, lui qui a avancé la trésorerie, qui a avancé les fonds, qui a souvent servi à financer l'événement. Comment est-ce qu'on s'assure que on peut lui permettre quand même à la fin, même s'il est remboursé, si aujourd'hui on propose souvent le remboursement, comment est-ce qu'on peut quand même lui permettre d'assister à l'événement? Est-ce qu'on peut pas réfléchir à des plages pour l'événement, comme c'est le cas par exemple dans le surf, où en fait on planifie pas une compétition sur un jour, mais sur une semaine avec différentes fenêtres. Voilà, c'est cette réflexion-là que j'imposerai dans la fameuse loi Jourdain qui, j'espère, sera votée dès les présidentielles. Un grand merci du coup pour tous ces échanges. Je Merci pense à tous les deux. on ressort, ouais, on ressort un petit peu moins bête avec Xavier de ces discussions-là et un petit peu plus instruit. Donc merci beaucoup Avec Gauthier. plaisir. Merci Xavier Merci beaucoup. pour le support. Et à tous nos auditeurs, abonnez-vous. On aura d'autres épisodes, on espère bientôt avec vous. On a aussi d'autres épisodes qu'on peut réécouter, notamment, on a pas mal parlé d'épisodes sur les transports. Donc n'hésitez pas à retourner écouter ces échanges-là notamment. Et commentez, dites-nous ce que vous voulez entendre. On sera très heureux de revenir vers vous rapidement. Merci à tous et merci pour l'invitation, Maxime et Xavier.